Bonjour à tous, je m'appelle Joseph Pronost de l'Office international de l'eau et nous allons donc commencer pour réaliser ce side event sur la formation et le renforcement des capacités au métier de l'eau. En l'état actuel, vu l'audience que je vois grandement essentiellement francophone, je vais plutôt faire une présentation pour ma part en tout cas en français. Naturellement, il y a la traduction en français et en anglais pour ceux qui le souhaitent. There is a possibility of translation from English to French, and French to English, for the one who want to get this translation. Je vous présente tout d'abord donc les différents intervenants que l'on aura durant ce side event. Pour ma part, donc, j'assurerai tout d'abord une première présentation, comme elle s'est indiquée ici, sur donc une introduction ici sur le renforcement des compétences au métier de l'eau et de l'assainissement, et puis une courte présentation de nos activités au niveau de l'Office international de l'eau en matière de formation. Ensuite, nous aurons une intervention de M. Asif Ali, qui est le project manager de la Roundwater Academy, donc d'Afrique du Sud, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre. Nous aurons ensuite une présentation de Madame Léronas de l'Agence française de développement, qui est chef du département eau et chef du programme eau et environnement à l'Agence française de développement, au niveau de la division recherche. Nous aurons aussi une présentation de Madame Lagarde, qui est directrice du département de la responsabilité sociale à la Société des eaux de Marseille. Suivra ensuite une autre intervention de M. Jean-Antoine Fabi, qui est le directeur de la chaire Eau pour tous d'AgroParisTech, basée à Montpellier. Et nous avons un petit changement de programme, mais qui a bien été intégré sur cette dernière version du programme. Donc on aura ensuite une intervention de M. Mamadou Dia, qui est le directeur de la société Eranov et qui était précédemment directeur général de la Sénégalaise des eaux. Je vous propose de commencer tout de suite nos différentes présentations. Et donc, je vais vous passer ma première présentation. J'attends qu'elle arrive vers le bas. Voilà. Donc, pour ma part, je vais vous réaliser donc une introduction avec à la fois une présentation courte des expériences du centre de formation de l'OIO, et puis aussi essayer d'élargir un peu le regard sur un certain discours sur la formation dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à l'international, avec quelques recommandations que l'on pourrait faire. Donc je suis directeur du centre de formation de l'Office international de l'eau en France. Et dans une première partie, donc un petit point sur le renforcement des compétences à l'international. Naturellement, on sait tous qu'il y a une situation qui reste alarmante au niveau de la gestion de l'eau potable et de l'accès au niveau des installations sanitaires. Un bon nombre de personnes n'ont pas encore accès à un point d'eau potable amélioré et 2,5 milliards sont encore sans accès à des installations sanitaires satisfaisantes. On peut dire qu'il y a donc non-atteinte des objectifs de nombreux investissements qui sont souvent liés à un manque de maîtrise des compétences, lié à la programmation, lié à la conception des installations, à leur réalisation et à l'exploitation des infrastructures. Donc il est absolument nécessaire de renforcer les compétences partout dans le monde. C'est un point sur lequel de nombreux acteurs sont vraiment en accord. Donc de nombreux besoins qualitatifs sur l'ensemble du domaine de l'eau. De plus, les personnels au niveau des services eau et assainissement sont très très nombreux. On peut compter environ pour 1 million d'habitants, on cite souvent le chiffre global, mais qui n'est qu'un ordre de grandeur, pour 1 million d'habitants desservis, un chiffre au niveau des services eau et assainissement de 500 à 700 personnes requises. Alors c'est très variable en fonction des caractères plus ou moins développés des différents pays, avec des proportions entre les cadres, les techniciens de maîtrise et puis les ouvriers qui sont assez variables entre les pays en développement et les pays développés. Mais tout ça fait naturellement de nombreux personnels à former. Il faut savoir aussi que le coût de la main-d'œuvre peut représenter naturellement un coût du service très très important. Alors là aussi, ce n'est qu'un ordre de grandeur. Quelquefois, on cite un tiers, jusqu'à un tiers du coût du service, voire même pour certaines spécificités de service, ça peut monter jusqu'à 50% du coût du service. Et en parallèle, on a souvent dans beaucoup de pays des compétences insuffisamment développées.
Donc la formation professionnelle, mais pas que la formation professionnelle, mais aussi la formation initiale que représente notamment M. Fabi avec nous, et la formation continue, constituera donc dès maintenant et à l'avenir un outil essentiel pour renforcer l'efficacité des services. Alors à ce titre-là, dans cet objectif de renforcement des capacités, renforcement des compétences, le Centre national de formation au métier de l'eau de l'Office international de l'eau a une expérience qui se décline maintenant depuis presque 40 ans, puisque en fait ce centre de formation a été créé depuis 1977. C'est un statut associatif et qui nous permet de travailler pour un ensemble de publics, tant privés que publics, et un ensemble de clients assez variés. On forme environ 6000 professionnels par an, très peu de formation initiale, on est vraiment sur la formation professionnelle continue. Nous réalisons 700 sessions de formation par an, avec un effectif de 35 formateurs permanents, et aussi environ un fichier d'intervenants extérieurs de l'ordre de 300 intervenants extérieurs complémentaires sur certains thèmes particuliers. Nous travaillons sur l'ensemble du secteur de l'eau, de l'assainissement, sur l'ensemble des thématiques. Et depuis 2006, nous avons également développé, pour mémoire, une activité sur les déchets municipaux, en fait. Nos capacités s'appuient sur de nombreuses plateformes pédagogiques. C'est une de nos spécificités. Ces plateformes pédagogiques, vous en avez un certain nombre d'exemples ici, nous permettent en fait de mettre les apprenants en situation de travail et donc de renforcer les capacités pédagogiques et les capacités d'apprentissage par des gestes métiers. Il y a aussi un côté showroom, présentation de technologie, c'est-à-dire que finalement ce centre de formation est devenu petit à petit depuis 40 ans un véritable hall d'exposition de l'ensemble des technologies de domaine de l'eau que vous pouvez trouver dans le monde, mais essentiellement en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient également. Ça nous permet aussi de mettre en situation de dysfonctionnement un certain nombre de plateformes pédagogiques, puisqu'au niveau de l'acte pédagogique, il y a toujours un plus finalement de simuler des dysfonctionnements de façon à pouvoir ensuite discuter de manière pratique au niveau des solutions préventives et correctives face à ces dysfonctionnements. Alors ces plateformes pédagogiques nous permettent de former naturellement beaucoup d'opérateurs, beaucoup de techniciens, donc c'est le plus gros de nos effectifs, 80% environ. Alors ce n'est pas notre seule cible, parce que vous remarquez également que l'on forme également 20% de managers et d'ingénieurs, donc des chefs de service, des directeurs et des ingénieurs. Alors 20%, on va se dire c'est un peu faible par rapport aux 80%, mais 20% de 6000 stagiaires, ça fait quand même 1200 ingénieurs et managers et chefs de service qui sont formés au sein de notre service, et également sur des thématiques qui ne sont pas que pratiques, mais également qui relèvent de la gestion organisationnelle, financière, administrative des services. Nous avons une très large expérience à l'étranger, alors déjà sur les pays limitrophes, Belgique et Suisse francophones, où nous sommes vraiment très très présents. Historiquement, de par l'extension, l'intégration des directives européennes, on est très actif également au niveau des pays ayant accédé à l'Union européenne. Pour des raisons de proximité géographique et de langue, on travaille beaucoup sur les pays maghrébins, Tunisie, Algérie et Maroc, avec de nombreuses activités également sur l'Afrique subsaharienne, dont un exemple que vous citera M. Asif Ali tout à l'heure sur l'Afrique du Sud. Le Moyen-Orient, c'est essentiellement dans la mouvance des grands groupes privés, dont Suez Environnement. Des activités ponctuelles aussi en Asie, en Amérique également, avec la création récente cette année de l'association Québéco, qui est une co-association de réseau environnement, l'équivalent de l'ASTE au Québec, et de l'OIO, où on est 50-50, on est partenaire à 50-50. Alors, ce que l'on fait à l'international, naturellement, c'est des formations de professionnels. On fait aussi beaucoup d'ingénierie des compétences, également des plans de formation, de la GPEC également, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On appuie beaucoup de la création et du développement de centres de formation avec des études de faisabilité de centres de formation, des formations de formateurs, la réalisation de kits pédagogiques, des conceptions de plateformes pédagogiques et l'organisation, l'optimisation économique et commerciale des centres de formation. Et on réalise beaucoup aussi d'expertise, puisque comme on a des formateurs permanents, 35 qui sont hautement expérimentés sur des aspects pratiques, on travaille beaucoup sur la synergie expertise et formation à l'international. Quelques exemples de réalisation à l'international, en Tunisie, notamment au niveau de l'ONAS. Donc, ces dernières années, on a conçu et réalisé deux cursus métiers sur des métiers qui sont stratégiques au niveau du Maghreb, notamment les responsables maintenance électrique des services assainissement, et puis responsables des stations d'épuration.
Donc on a conçu ces référentiels et ensuite on a conçu les référentiels formation, les référentiels métiers. On a réalisé ces formations, on a évalué les compétences également à chaud et à froid avec les acteurs de l'ONAS, jusqu'à donc délivrer des sortes de diplômes internes un peu au niveau des capacités notamment de futurs formateurs qu'il y aura. Autre exemple, en Arabie Saoudite, on a réalisé 40 kits pédagogiques de formation adaptés au contexte local. Donc il y a un côté saoudien que vous remarquez sur ces diaporamas qui ont été livrés. Et ça a donné lieu à la réalisation de 40 sessions de formation réalisées intégralement en arabe. Donc on a aussi des capacités de formation non seulement en anglais, en espagnol, mais aussi en arabe, qu'on a développées récemment et notamment lors de ce projet en collaboration avec Suez Environnement. En Algérie, donc au niveau du ministère Ressources en eau, de l'Algérie des eaux et de l'Office national de l'assainissement, nous avons réalisé, depuis maintenant 5-6 ans, et c'est encore un sujet d'actualité qui continue, on a fait la conception globale des centres de formation au métier de l'eau et de l'assainissement. Le E, c'est eau, et le A, c'est assainissement. On a réalisé ensuite les descriptifs détaillés des plateformes pédagogiques de ces centres-là, que l'on a livrés et qui font maintenant l'objet d'appels d'offres pour la réalisation notamment du centre de formation au métier de l'assainissement. Et on forme régulièrement les formateurs de ces organismes-là, tant en Algérie qu'en France, sur nos plateformes pédagogiques. En troisième partie, je vais émettre un certain nombre de recommandations pour le renforcement des formations à l'international. Alors, ces recommandations sont issues de la déclaration de Rabat, qui a été élaborée et signée par le Réseau international des centres de formation, dont l'Office international de l'eau assure le secrétariat permanent. Ces recommandations sont les suivantes. Tout d'abord, c'est de renforcer la prise de conscience de l'importance de la formation professionnelle dans les stratégies et programmes de développement. Deuxième point, accentuer fortement la formation des ouvriers, agents de maîtrise et techniciens. Notamment et plus particulièrement, on a au niveau des pays à l'international, notamment les pays en voie de développement, de gros contingents en ouvriers. Et d'autre part, des cadres bien souvent très bien formés. Mais l'échelon manquant, c'est souvent l'échelon technicien supérieur. Et c'est un échelon certainement à renforcer beaucoup au niveau international. Autre recommandation, c'est d'encourager la diffusion des bonnes pratiques et des solutions innovantes et appropriées dans le domaine de la formation professionnelle, créer de nouveaux centres de formation et renforcer les centres existants, financer la formation dans le cadre des investissements en pourcentage des travaux neufs et de réhabilitation. Donc là aussi, c'est une politique à renforcer au niveau des bailleurs de fonds, potentiellement. Lancer aussi, en complément de ces pourcentages d'investissement, lancer des programmes spécifiques de renforcement des compétences en complément des projets d'investissement. Nous-mêmes, organismes de formation, on a un peu tendance à regretter que le financement de la formation se fasse un peu trop au travers des projets d'investissement. Et on prêche davantage sur des projets spécifiques de renforcement des compétences, de façon à ce que ça soit beaucoup plus ciblé et que l'efficacité des projets soit à ce moment-là centralisée sur ces renforcements de compétences et pas noyée dans l'efficacité du projet global. Promouvoir des fonds spécifiques aux échelons nationaux pour la formation professionnelle, c'est un des critères fondamentaux de façon à assurer la pérennité des centres de formation qui peut être créés dans les différents pays. En effet, il faut avoir des flux financiers qui assurent finalement la pérennité du fonctionnement financier de ces centres de formation. Si ces fonds spécifiques, taxes, pourcentage de la masse salariale, pourcentage du prix de vente de l'eau ne sont pas mis en place parallèlement à la création des centres de formation, on peut augurer qu'on risque d'avoir des centres de formation qui risquent de péricliter. Autre recommandation, considérer la formation comme une composante essentielle de la gestion des ressources humaines. Quelque part, il faut que chaque membre du personnel d'un service eau et assainissement se dise « si je me fais former, je peux espérer une progression en termes de compétences, donc une progression en termes de carrière au sein de l'organisme. Il faut que finalement la formation professionnelle soit un véritable vecteur de progrès à titre individuel, mais aussi au niveau global du fonctionnement du service. Il faut mettre en synergie l'évolution des compétences avec la progression des carrières, c'est ce que je viens de vous expliquer en fait. Il est important également d'élaborer systématiquement des plans de formation annuels pour l'ensemble des personnels à l'international dans toutes les sociétés d'eau. Il faut que ça devienne une obligation, quasiment inclus au niveau des indicateurs de performance contractuelle des sociétés nationales publiques et privées également. Il est important de considérer que les organismes de formation sont des acteurs d'accompagnement incontournables des services eau et assainissement pour le renforcement des compétences et de leur efficacité. Important également de savoir que les centres de formation sont des moyens efficaces de diffusion des expériences pratiques et des savoirs. Et il faut établir des termes de référence des formations avec des exigences de qualité, de professionnalisme et d'efficacité, de façon à ce qu'on puisse considérer que les centres de formation sont des
Ce sont des organismes de formation qui exercent réellement un métier spécifique à part entière et que ça ne soit pas simplement une composante connexe, simplement de l'activité des services eau et assainissement. Je vous remercie pour votre attention et puis je vais pouvoir passer la parole à Monsieur Asif Ali, ici présent, qui va poursuivre en anglais, mais je suis sûr que bon nombre d'entre vous sont anglophones, mais il y a aussi la traduction en français si vous le désirez avec la petite oreillette. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Asif Ali. I'm from Rand Water in South Africa. I'd like to share with you a current project that we embarked on called the Rand Water Academy, and we are working in collaboration with the International Office for Water. Basically, my presentation has three major points. I'll speak about the introduction, a bit of political footprinting, the idea in making the Rand Water Academy, the future of the Rand Water Academy, in terms of the global footprint, physical structure, content and location, sustainability, and then I'll end the presentation. Yes, that is the picture of our president, and he endorses this adventurous project that we're about to embark on. Listed from number 1 to 13 are the presidential objectives with regards to the development of all the various developmental goals in the country. And you'll see that I've highlighted in black some of them on point 4, for example, employment. We're looking at issues of employment in the broader perspective, skills and capable workforce, point 7, equitability, point 8, there's improved quality, and so on and so forth. So the objective of this project is very broad, and it does have the endorsement at the highest level. Thank you, ladies and gentlemen. So here, in explaining the objectives of what the President sees with regards to the types of projects we're running, the approach is a rather broad approach. So it's a continental approach. You'll see here there's a commitment to multilateralism, and here my objective is to share with you that whatever we are about to embark on also talks to what the continent would like to achieve in the longer run. What we have found is that with a project of this nature and having to deal with the development of skills in particular, we have a lot of skills migration in the continent, outside of the continent, and so on and so forth. So we're trying to solve a bigger picture. It's difficult and it's ambitious. This, for example, would be some of the specific challenges that we are experiencing in the broader context of things. And once again, there's an issue of redress. As you are aware, the country went through a period of apartheid, and we're now back into a democracy. Well, we're into a democracy, a new democracy. There's rapid growth, there's rapid development, there's a need for skills. So yeah, we're challenged at present at a broader level. This, ladies and gentlemen, is an example of my organization, which is currently 112 years old, one of the largest water suppliers on the continent, amongst the top 5 in the world. Our vision of where we should be in 2030. And you will see that I have ringed off in red an example of the skills and development aspect, the human resource aspect of where we want to go. Now, we do understand that there are major projects both within the organization as well as in the country, and we'd like to cater for that. So all we've done is we've looked into the future and we've said to ourselves, how can we prepare? Now, that, for example, that I just showed you, if I could go back there, would be an internal driver. What you're looking at here is an external driver. These are all the necessary policies and procedures and plans that government has put into place to allow us to get to the point that we want to get to. Now here, putting those internal and external drivers together will realize the Rand Water Academy. Now the Rand Water Academy is envisaged to be this entity or this vehicle that will create a transition point temporarily for a lot of young graduates that are leaving university and coming into the employment sector. So all we're doing is, as an organization that has a large amount of infrastructure and capability and know-how, we're creating a transition zone for the young engineers, the young scientists, and so on and so forth, who come out of university to be able to go through a professional process and be prepared for workplace placement. Ladies and gentlemen, this slide basically, if you look at the upper half of the slide, that is what my organization has been doing for the last 112 years. So that talks to training and development, capacitation,
professionalization, and so on and so forth. The bottom part, where you see those 5 blocks, is where the organization wants to go. So we want to look at R&D, we want to look at centers of competence, centers of research, excellence, and so on and so forth. So that's our vision for the Academy into the future. Okay, so now just a quick introduction again to the organization, but giving you an indication of where we are at currently with regards to the Academy. Here, this is Rand Water. Rand Water is basically, as I said, 112 years old. We are supplying about 15 million people with water into 4 provinces of the 9 provinces in South Africa. We have about 3,500 kilometers squared of infrastructure, almost 4,000 employees, and so on and so forth. The middle block, where you see Rand Water Academy, was the official launch of the Rand Water Academy in 2012. So we have set up a temporary structure, and we have this academy. And we are currently working with International Office of Water from this particular academy to create the future academy, and I'll explain a bit later. And of course, the last aspect of the slide talks to some of the benchmarks, some of the joint ventures we have. More importantly, coming back to the regionalization, you'll see that there is a word FIPAG, a name of a company. This company is based in Mozambique, and we're currently building an academy jointly. So you have a Mozambican academy, you have a South African Rand Water Academy, and hence this explains what I tried to my objective initially to say, regionalization of what we're trying to achieve. In this project, we are being directed and assisted by the Office of the International Office to Law. Here, basically, this is to give you an indication of the niche, the area that we are, the space that we are playing in. If you look at this half, this is basically the education area and the progressive structure and framework in South Africa called the NQF. If you look at this half, this is basically your occupational areas. So the idea is to take you from the educational area, a university degree or diploma, and create a transition for you to become a professional or for you to continue with postgraduate studies. This is an example of some of the programs we have in place. And currently, we're working with artisans, we're working with scientists, process controllers, and engineers. These are the 4 top categories of skills that are needed in South Africa presently, in particular in the water sector. These skills that you see are the future skills: accounting, lawyers, water leaders, water managers, and so on and so forth. Thank you. So what is planned for the future? Currently, our planning with the International Office for Water with regards to the infrastructure, the superstructure, the methodology of setting up the business model, and so on and so forth. Here are some combined pictures of what we see our academy looking like in the future. And you'll see that some of these pictures are from Limage. That picture there in particular is from La Souterraine. And then we've put in some of the ideas of what we are trying to achieve into the future, and hopefully we'll have the structure and the availability for the country. Importantly was the assistance by the office of Mr. Pronost also with regards to location. Where do we locate the structure? And in this particular case, this is an example of the catchment that Rand Water works in. And this is one treatment plant that you will see. And this is an example of the parameter and geography of one of the treatment plants. Here in particular, we've established the academy on site so that there'll be an easy transition for the pedagogical tools and the different forms of training, etc. And this is a more closer view. The picture I showed you earlier on, that's an aerial view of the academy. So currently the academy is just very basic. It's a very basic structure. The future structure is to be built, and that's currently being planned. And of course, this is some ideas of a laboratory and so on and so forth. The global footprint that we have created is fairly vast. Prior to engaging in this project, we accumulated about 50 years of knowledge within the company. That's by speaking to various employees who are currently in the organization. We then went on to benchmark roughly 17 similar types of businesses in the world.
And we narrowed the selection down to just 2 organizations currently to work with. Number 1 would be International Office for Water, and the second one is the UNESCO in Delft. We then decided to formalize some agreement between ourselves and the various partners that we chose. And of course, you'll see I have put up the NWP. They have a bigger role to play with us, the Netherlands Water Partnership. We have the UNESCO, and we, of course, International Office for Water. These are the basic ideas or the concepts for the MOU and what it is we're trying to achieve. However, it's not just a written agreement. It's a working document, and there's live interactions currently in place. Some of the realizations that we have come through to is that this is a very expensive project. In Africa, a project of this nature is not very lucrative. We've had many models of failures, we've had many challenges, and we are confident that with the current approach that we are about to embark on, it is going to be successful. So we understand sustainability simply because we've had many interactions over the years with International Office for Water. They have put up various training centers in the world. And for us, this is very important because the organization structure currently, or the identification of Rand Water, it's a public company. The public does not necessarily want to invest in putting up training facilities, etc. So the longer focus of this project will be sustainability. And we would like to believe that the economic logic that we have put into the design of this facility has a long-lasting effect and a success. Thank you. Thank you very much, Asif, for this presentation. And it's now up to Mrs. Stéphanie Leronas. Donc c'est à Madame Leronas de prendre la parole de façon à assurer sa présentation. Merci, bonjour à tous. Juste peut-être pour démarrer et pour resituer l'Agence française de développement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, ce sont 700 millions d'euros d'engagement annuel dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Alors on ne compte pas dans ces 700 millions d'euros tout ce qui est eau pour l'irrigation ou eau pour l'hydroélectricité. Sur ces 700 millions d'euros d'engagement, ce sont essentiellement des infrastructures que nous finançons, mais le renforcement de capacité occupe une place extrêmement importante également. On ne répétera jamais assez que le renforcement de capacité est un élément clé de la durabilité des infrastructures que nous pouvons financer, que c'est un élément qui est très souvent nécessaire, malheureusement pas forcément suffisant, mais en tout cas nécessaire. Et c'est pour ça que l'AFD en a fait un axe stratégique majeur dans sa stratégie d'intervention dans le secteur. C'est un outil à part entière. Si vous lisez le cadre d'intervention sectorielle de l'AFD dans le secteur de l'eau qui doit se trouver quelque part sur les présentoirs, vous verrez que le renforcement de capacité occupe une grande place dans ce document. On a même défini un objectif concernant ce renforcement de capacité. Nous souhaitons que 80% des projets que nous finançons prévoient une composante de renforcement de capacité. Alors cette composante peut être financée par l'AFD ou peut être financée par un cofinanceur, mais en tout cas elle est bien prévue dans le cadre du projet, et jusqu'à maintenant nous tenons assez bien cet engagement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par renforcement de capacité à l'AFD ? Vous verrez que c'est assez large. Alors, le renforcement de capacité est un processus de long terme. Donc, évidemment, à l'échelle d'un projet, c'est jamais très facile de pouvoir le mettre en œuvre. Donc, je rejoins assez bien ce que nous disait Joseph dans sa présentation sur le fait que peut-être le renforcement de capacité où la formation devrait peut-être être déconnectée des financements d'infrastructures, mais on aura sûrement l'occasion d'en rediscuter. Il intervient à 3 niveaux. Au niveau individuel, donc c'est tout ce qui est compétences, tout ce qui est connaissances.
à un niveau organisationnel, donc amélioration des performances, et à un niveau institutionnel, on parle là de la gouvernance, de l'amélioration des normes, etc. Et tous ces niveaux sont très interconnectés, et c'est important d'avoir cette interrelation en tête, parce que notamment le secteur de l'eau se caractérise par une multiplicité d'acteurs, et donc intervenir qu'à un niveau individuel lorsqu'on a une société qui n'est pas performante par ailleurs, ça peut être une perte de temps et une perte d'argent. Donc c'est important d'intervenir à ces trois niveaux. L'AFD a toute une batterie d'outils pour ce renforcement de capacité. Le dialogue sectoriel d'abord, donc c'est tout le travail que vont faire les agents de l'AFD avec ses partenaires. L'assistance technique, la formation professionnelle, et puis tout ce qui est partenariat entre opérateurs, appui à la coopération décentralisée, qui pour moi est aussi évidemment un renforcement de capacité majeur. Les PPP, les partenariats publics-privés, qui peuvent dans une certaine mesure aussi représenter du renforcement de capacité. Donc dans le cadre de ce side event, je vais me concentrer plus sur tout ce qui est formation professionnelle. Alors l'AFD finance de la formation professionnelle individuelle avant tout déjà à travers les projets, comme je le disais en introduction, ce qui peut poser un certain nombre de questions. Alors à travers les projets, l'AFD finance de l'assistance technique. Très souvent ce sont des bureaux d'études, des experts qui vont intervenir et qui vont intervenir dans le cadre de mandats plus larges. Ça va être de l'appui à maîtrise d'ouvrage, ça peut être de la maîtrise d'œuvre, et donc la notion de formation intervient malheureusement un petit peu comme une variable d'ajustement, parfois en fin de projet. Elle peut même être sacrifiée pour des raisons budgétaires. Voilà, donc ça pose un certain nombre de questions, cette formation qu'on essaye de promouvoir à travers les assistants techniques, à travers les bureaux d'études. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est que les bureaux d'études sont des experts, ce sont des experts techniques, ce sont des experts sectoriels d'excellent niveau. Maintenant, la formation est un métier en soi, donc ils ne sont pas forcément experts en formation, donc parfois on peut rater le but recherché lorsqu'on mobilise des assistants techniques, genre bureau d'études, sur ce type de prestations. Nous finançons par ailleurs un certain nombre de centres de formation au métier de l'eau, donc plus pour les techniciens et les ingénieurs, donc, notamment via l'OIO. Je peux en citer quelques-uns en Ouganda ou au Laos. Je ne vais pas revenir en détail puisque ça a été parfaitement bien présenté par mes prédécesseurs. En parallèle de toutes les interventions via les projets, nous avons un centre de formation. Alors je ne sais pas si tout le monde est au courant de l'existence de ce centre de formation qui se trouve à Marseille, à Paris. J'en vois quelques-uns qui hochent la tête, mais et voilà, négativement aussi. Qui s'appelle donc le CEFEB, qui est à Marseille, donc dans le sud de la France, qui s'appelle le Centre d'études financières, économiques et bancaires, où on a un certain nombre d'agents spécialisés dans la formation qui sont dédiés à ça. Alors, le CEFEB, c'est pas l'OIO. On n'a absolument pas la prétention d'être à ce niveau-là. On a peu d'offres très structurées dans le secteur de l'eau. À part quelques programmes sur lesquels je vais revenir, on est plus en réponse à des demandes de nos partenaires. Alors, c'est pour ça que oui, yes, c'est la bonne slide, oui. C'est pour ça que le CEFEB propose notamment des séminaires nationaux et régionaux sur un certain nombre de thématiques qui vont durer sur plusieurs jours, voire sur une semaine, 2 semaines. Alors, dernièrement, ont été organisés des séminaires sur les partenariats publics-privés dans le secteur de l'eau qui s'est tenu au Nigeria, voilà, en 2015. Il y a eu également des séminaires sur la gestion des eaux souterraines au Maroc. Il y a eu des séminaires sur la gestion de la demande en eau en Jordanie, sur la qualité de l'eau autour du lac Victoria au Kenya, sur les eaux non comptabilisées en Ouganda. Donc vous voyez, on peut traiter des sujets très variés, assez vastes, mais à la demande de nos contreparties, de nos partenaires, sur des sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur, et des formations ad hoc séminaires sont alors proposées.
Mais le CEFEP propose aussi un certain nombre de programmes structurés, récurrents, qui sont ouverts aux professionnels de l'eau et appuient un certain nombre de masters diplômants. Donc je peux citer Eau pour tous, sur lequel Jean-Antoine reviendra très en détail, qui est un master international à destination des managers de l'eau dans les pays en développement. L'AFD soutient ce master depuis 2009. Elle finance des bourses, notamment pour des candidats africains. Elle finance aussi la mise en place de modules, je dirais, décentralisés de cours au Burkina et à Kampala. Et elle coordonne aussi un certain nombre de modules pédagogiques. Elle a aussi d'autres masters qu'elle organise elle-même. Je peux citer notamment le master professionnel maîtrise d'ouvrage public et privé, qui est organisé depuis 2006 avec l'école d'économie de l'Université d'Auvergne, qui est une économie renommée française sur le développement. Il y en a d'autres. Vous trouverez une petite plaquette sur les sièges ou à côté, là, sur les présentoirs. Alors pour conclure, et ne pas être trop longue, on voit bien que un bailleur de fonds comme l'AFD dispose d'outils très variés pour faire du renforcement de capacité, avec qu'un seul objectif qui est la durabilité des infrastructures qui sont financées, à renforcer les cadres sectoriels, à renforcer les structures, à renforcer les individus. Il n'y a pas de formule magique, hein, on le voit bien, donc on continue à apprendre, on continue à chercher des bonnes formules qui soient adaptées au contexte et surtout qui soient adaptées aux demandes de nos partenaires. Je vous remercie. Merci Madame Léronas pour cette présentation, pour cette vision de l'Agence française de développement. Et j'invite Madame Lagarde maintenant donc, à faire la présentation de ce retour d'expérience de la Société des eaux de Marseille. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à l'OIO et à Monsieur Pronos de nous avoir invités. Donc, la Société des eaux de Marseille n'est pas un organisme de formation, n'est pas un financeur, mais va modestement présenter son expérience en matière de formation et de renforcement des compétences en tant qu'opérateur. Donc nous sommes un groupe local spécialisé dans la distribution de l'eau et de l'assainissement, mais également dans les métiers liés aux déchets et au green development, comme on dit. Nous avons environ 2000 collaborateurs et nous avons toujours mis la formation initiale, continue, au cœur de nos activités. Et nous travaillons actuellement donc dans le sud de la France, mais également avec des filiales spécialisées, donc au Maroc, en Tunisie, en Algérie, et des contrats d'assistance technique, y compris en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Donc nous avons dès le début une activité internationale qui a été basée sur le transfert de technologie, ça s'appelait au départ, et puis ensuite l'assistance technique. Mais en tout cas, ce que nous avons toujours fait, c'est d'ajouter, d'inclure, de mettre au centre un volet de transfert de compétences. Et nous sommes à l'écoute donc de nos clients pour monter avec eux donc une expertise. Et lorsque nous partons, nous avons terminé notre contrat d'assistance technique, ça ne s'arrête pas là. Alors Monsieur Pronost disait il faut donner à la formation les moyens pour développer en tant que telle cette activité. Nous sommes d'accord, mais les besoins sont tels, je crois, que l'un n'empêche pas l'autre. Donc il faut continuer à exiger, je pense, des contrats d'assistance technique, je dis bien exiger, des contrats d'assistance technique ou des contrats d'ingénierie qui aient un volet formation, même s'ils sont imparfaits. Mais c'est ce qui, par la suite, va permettre de continuer l'effort initial et de nouer ensuite les partenariats qui vont bien avec les organismes de formation dont c'est le métier.
Donc, pour une entreprise qui est un opérateur, pour un exploitant, comme on dit, de services publics, quels sont les enjeux? Eh bien, les enjeux pour ses propres employés comme pour les employés des services avec lesquels il travaille, c'est de construire des compétences qui soient à long terme, parce qu'un employé fait une carrière dans son domaine-là. Et comme l'a dit M. Pronost, il faut lui offrir des débouchés, il faut lui offrir un avenir, il faut lui offrir la possibilité de changer de métier, d'évoluer. Et ça, c'est très important. Il faut également avoir à cœur de garder des compétences professionnelles au goût du jour, de suivre la technologie. Donc pour nous, ce sont les deux enjeux. Et cela doit se faire donc avec deux objectifs, la performance. Ne jamais oublier que nous avons affaire à des personnes qui travaillent au quotidien et qui doivent rendre, qui doivent agir, qui doivent produire de l'eau 24 heures sur 24 et de bonne qualité. Et dans un souci de développement durable, ils ne sont pas tout seuls, ils travaillent pour leurs collègues et pour l'avenir. Donc, quelle est notre expérience originale à notre niveau d'échelle? C'est une école des métiers qui est un département de formation qui est complètement intégré. Nous avons volontairement choisi de ne pas l'appeler département de formation, mais de l'appeler école des métiers, parce qu'elle est basée sur un réseau de formateurs qui sont eux-mêmes en charge dans les différents départements et services de produire l'exploitation quotidienne. Donc, d'une part, un réseau de formateurs qui vient de l'exploitation, qui pour certains sont des collègues de ceux qui sont formés, et d'autre part, une formation sur le terrain. Donc, c'est proche de ce qui se fait à l'OIO sur les plateformes, sauf que là, on est dans la rue, on est sur le réseau, on est localement à l'endroit. Alors, on ne peut pas créer les dysfonctionnements, comme disait M. Pronost, c'est un point faible, mais en point fort, on peut dire que d'être sur le terrain avec ses collègues, c'est très motivant au niveau de la formation. Donc notre école des métiers, nous avons voulu qu'elle soit le plus professionnelle possible. Donc nous l'avons certifiée ISO 9001 et on peut dire qu'elle a un peu de théorie avec tout de même des interventions de professionnels de la formation dont c'est le métier et beaucoup de pratique. Donc actuellement, vous voyez par rapport à nos 2000 collaborateurs, vous voyez par ces chiffres à quel point la formation est au cœur de notre activité. Nous avons 380 sessions par an, 1800 formés. 80% donc sont les collaborateurs qui forment et 75% donc des formations sont faites en situation réelle. Quels sont les domaines d'intervention? Bien évidemment, nos métiers de base, l'eau, l'assainissement, mais aussi les métiers technologiques de notre groupe. Et ça, c'est une particularité dont nous sommes assez fiers. C'est-à-dire que nous sommes en capacité de former sur les interventions réelles de réseau, sur la maintenance des réseaux, mais également sur tout ce qui est informatique, la facturation, les systèmes d'information géographique, et les relations clients. Il n'y a pas beaucoup finalement de transfert de savoir-faire ou de programmes de formation sur la relation client ou sur la facturation. Et pour nous, c'est un axe de développement. Alors nous formons à tous les niveaux. Donc les opérateurs, les superviseurs, les fameux techniciens supérieurs, effectivement, dont nous manquons cruellement, y compris d'ailleurs en France et pas seulement qu'à l'étranger, les managers, les ingénieurs et les experts. Donc cette immersion nous permet d'avoir une meilleure compréhension aussi de l'organisation et de l'activité. Un des défauts des sessions de formation est qu'on tronçonne le métier. Or, quand vous êtes sur le terrain, en fait, votre métier il va souvent de A à Z, surtout lorsque vous avez une petite exploitation dans un secteur rural ou dans une petite ville où vous devez faire tout de A à Z. Donc, le fait d'avoir cette immersion permet aussi de mieux comprendre les métiers qui sont en amont et ceux qui sont en aval de vous-même, ce qui fluidifie finalement le travail.
Alors ça nous permet aussi une meilleure cohésion des équipes. Hein, c'est un point qui n'a pas encore été évoqué. C'est un point très important de la formation. Ne pas faire de formation, c'est se priver de communication interne, c'est se priver d'une cohésion des équipes, c'est se priver de préparer l'avenir de notre entreprise. Et nous le vivons chaque jour. Donc formation continue, formation professionnelle qui permet aussi une qualification pour évoluer dans l'entreprise. Et puis, ça permet, comme l'a également souligné M. Pronos, d'avoir en main des équipements techniques. D'être assis dans une salle et d'écouter la théorie, c'est bien. Avoir en main un appareil qui vous permet de rechercher les fuites, c'est mieux. Alors, une fois que le personnel est formé, ce sont les mêmes personnels que nous avons formés dans notre école des métiers que nous nous attachons à envoyer auprès de leurs collègues lorsque nous avons un contrat d'assistance technique à l'étranger. Donc, une fois qu'ils ont reçu, eux, le transfert de compétences, on leur dit qu'ils doivent passer ce transfert de compétences. Alors, voici quelques exemples que nous avons développés, notamment au niveau de la recherche de fuite. Donc la recherche de fuite, bien, on apprend de A à Z à partir d'une cartographie, informatisée ou pas, quels sont les tronçons qu'on va pouvoir analyser. Ensuite, comment on détecte les fuites, avec quel matériel et comment on fait le rapport de recherche de fuite et à quoi il va servir derrière. Donc sur cet exemple particulier de recherche de fuite, nous avons une grande expertise au Maroc, en Mauritanie, en Algérie et plus récemment au Gabon. Merci de votre attention. Merci Madame Lagarde. Cette intervention était très intéressante. Elle démontre bien l'engagement des services eau et assainissement sur le renforcement et le maintien des compétences. Et c'était assez fructueux en ce sens. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Jean-Antoine Fabi, qui est le directeur de la chaire Eau pour tous d'AgroParisTech et qui va donc vous présenter son expérience. On y va. I have one. It's okay. Thank you very much. You may just see the screen. Donc je vais m'exprimer en français. Et les slides sont en anglais. Le master spécialisé Eau pour tous est l'équivalent d'un MBA pour les managers des services urbains d'eau et d'assainissement dans les pays émergents et en développement. J'allais dire au sein d'une nouvelle école de management installée dans les grandes écoles de Paris, ParisTech, adossée à AgroParisTech et MineParisTech, école des mines de Paris, et financée et supportée par notre membre fondateur entreprise Suez Environnement. Alors j'espère que j'ai la main, le voilà. Donc Executive Master Opt pour Eau pour tous. On considère que le développement du leadership, c'est une des clés de la conduite du changement dans les pays en développement pour les services d'eau et d'assainissement. Et laissez-moi vous présenter ce petit film. J'espère que la régie fonctionne, parce qu'on n'entend rien. Et alors sinon, je loupe mon coup. Sinon, alors évidemment, il n'y a pas de musique. On doit entendre Amicalement Vôtre. On n'entend rien. Alors je reviens en arrière. Bref, je voulais vous montrer le parallèle. Un peu trop tard, mais un peu de musique. Les robots ne savent pas le danser, je suis désolé. Un parallèle entre des pilotes de Formule 1 et des pilotes de services d'eau et d'assainissement. On considère que c'est un métier qui est tout aussi compliqué. Et je vous laisse suivre les quelques images. Alors je termine sur une fable de La Fontaine, que vous connaissez tous, écrit au XVIIe siècle, par La Fontaine et par Ésope, bien avant. Aujourd'hui, je me demande parfois si on avait à réécrire la fable, je crois que le lièvre gagnerait sur la tortue.
Vous connaissez la fin de la fable, hein. Et moi de l'emporter, dirait le lièvre, et si je portais sur mon dos un service d'eau et d'assainissement. Je pense qu'il arriverait certainement par le premier. J'enchaîne, excusez-moi, simplement pour dire qu'effectivement aujourd'hui la relation au temps pour les managers de services urbains d'eau et d'assainissement, surtout dans les pays émergents et en développement, est quelque chose, je dirais, d'extrêmement complexe, et que la complexité de ce management est au moins aussi complexe de conduire une Formule 1. Donc il mérite, je crois, les moyens pour la formation, il mérite les moyens pour que dans le cockpit de management des services d'eau et d'assainissement, et pour avoir vu des directeurs généraux dans ces situations complexes, compliquées, chaotiques, où la croissance urbaine et la croissance de la population est extrêmement importante, il y a besoin d'une masse critique de top managers dans le cockpit bien formés, et donc il faut se donner les moyens pour cela. J'ajoute qu'il faut aussi une forte attractivité dans le domaine. Je pense qu'on manque encore de talent dans les services d'eau et d'assainissement dans ces pays-là. D'où le fait que nous avons une réponse avec ParisTech et avec Suez Environnement, mettre en place au sein d'une école de management ParisTech, AgroParisTech, un programme de formation des managers structuré tel que vous voyez ici. J'allais dire notre cathédrale de formation avec 4 clés de voûte. La formation, bien sûr, des managers vis-à-vis des clients, vis-à-vis de l'ingénierie contractuelle, vis-à-vis de la gestion des infrastructures. Évidemment, bien gérer les comptes et les financements. On sait que le CAPEX est quelque chose de fondamental dans le développement des services. Avoir des comportements de leaders et d'engagement avec des méthodes de management adaptées pour motiver les ressources humaines. Et bien sûr, bien gérer les parties prenantes, toute l'organisation extérieure du service, et qui en général est un support politique extrêmement important pour donner le cap et s'inscrire dans la volonté politique et donner la vision aussi au service. Tout cela pour aller vers une transformation, puisque dans un bon nombre de pays, il faut effectivement aller vers une transformation et un service efficace. Chacun d'entre nous sait que dans ces différents pays, les marges de progrès sont encore là. Nos auditeurs, les exécutifs qui viennent se former chez nous, sont des professionnels confirmés, c'est le terme exécutif, et on les fait travailler sur l'analyse de leurs services, sur la construction de la stratégie et sur la mise en place d'un plan d'action. Ce qui veut dire pour eux oser changer, oser mettre en place une nouvelle dynamique au sein de leur service. Ils s'inscrivent dans une ville, on travaille sur les services urbains, 100 000 à plusieurs millions d'habitants, et de retour au pays, ils sont amenés à mettre en place leur plan d'action. Comment se déroule ce programme? C'est un programme en alternance, 2 fois 3 mois de présentiel et 2 fois 4 mois de retour au pays et dans le service pour appliquer les méthodes. Quelques éléments pratiques. Nous avons une centaine de formateurs, dont de Suez Environnement, dont de l'AFD, mais bien d'autres consultants français aussi qui connaissent bien le terrain. C'est un programme en français et en anglais, ce qui nous permet aussi donc de travailler dans le monde anglo-saxon. Et surtout, c'est un diplôme reconnu par les grandes écoles de Paris. Un diplôme de pilotage, si j'ose dire. Il y a bien des diplômes de pilotes d'avion, des pilotes de Formule 1. Et bien là, un diplôme de manager de services urbains d'eau et d'assainissement. Où en sommes-nous aujourd'hui après 6 ans d'existence? Vous voyez, nous avons travaillé sur 4 continents. En ce moment, on a 40
auditeurs exécutifs qui sont chez nous à Montpellier, où est situé AgroParisTech. Nous avons dès à présent déjà travaillé dans 35 pays, avec donc 120 auditeurs formés, si j'y inclus les 40 en cours de formation, issus de 45 utilities, 45 services urbains d'eau et d'assainissement dans ces différents pays, mais aussi des ministères et aussi des collectivités, qui sont en général les autorités organisatrices. Nous formons aussi des cadres donc, de collectivités. Au global, ça donne 120 plans d'action sur 130 villes du monde, dans ces différents continents. Et donc, ces auditeurs portent sur leurs épaules, au total, plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau par an. Ce qui fait quand même beaucoup de boulot, comme vous l'imaginez. Je termine avec les promotions. Elles le méritent bien. Un bon nombre d'entre eux sont déjà à des postes de responsabilité au Rwanda, en Ouganda, en Haïti, et on pourra en reparler. Et puis 5 figures phares qui montrent l'exemple et qui sont les mentors de notre formation. Exxon Chan, que vous connaissez, qui a été directeur général du service d'eau de Phnom Penh et qui a redressé la situation en 10 ans pour faire de ce service l'un des meilleurs d'Asie, et ce qui lui a valu d'ailleurs un prix Nobel asiatique de l'eau au début des années 2000. Il est aujourd'hui ministre. Madame Nadia Abdou, qui est marraine, si j'ose dire, de la deuxième promotion et qui a été la première directrice générale femme en Afrique, à Alexandrie. Monsieur Denis Manza, qui a été directeur général à Lusaka et qui aujourd'hui dirige les projets de la Banque mondiale à Nairobi. Monsieur Petre Roman, puisqu'il nous arrive d'avoir aussi des managers d'Europe centrale, qui est un exemplaire homme en matière de leadership, puisqu'il a fait basculer Ceausescu en 1989. Et il faut savoir que monsieur Petre Roman est un homme de l'eau. Il a créé la première chaire de l'eau en Roumanie dans les années 80. Et enfin Mamadou Dia, à qui je vais laisser la parole juste après moi, qui nous a fait l'honneur de bien vouloir être le parrain de cette promotion Mamadou Dia, pour 40 auditeurs, 25 pays. Juste pour terminer, toutes ces personnes sont exemplaires et l'exemplarité, c'est évidemment un élément important pour un manager, et c'est ce que nous leur communiquons. Moi, je leur dis d'une autre façon, vous avez à graver avec honneur votre nom dans votre service. Merci beaucoup. Merci Jean-Antoine pour cette présentation, notamment cette analogie par rapport à la fable de La Fontaine. On pourrait aussi citer aussi la cigale et la fourmi, avec la capacité de la fourmi à capitaliser au quotidien et à œuvrer dans le bon sens. Et puis finalement, c'est aussi elle qui s'en tire mieux que la cigale, qui se fait un peu tromper par les trompettes de la renommée, quoi. Je vais simplement passer la parole donc à Monsieur Mamadou Dia, qui est donc le directeur de la société Eranov et qui était précédemment le directeur général de la Sénégalaise des Eaux. Monsieur Mamadou Dia. Merci, je dis bonjour à tout le monde. Je ne suis pas le directeur de Eranov, mais le directeur eau et assainissement de Eranov, et vice-président de la Sénégalaise des Eaux, et je suis président de la Fédération internationale des opérateurs privés de services d'eau, Aquafed. Je crois que je dis souvent que les entreprises doivent se distinguer par quelque chose. Aujourd'hui, quel est l'atout concurrentiel le plus important dans une entreprise? Ça ne peut pas être l'argent, parce que si vous avez un projet bancable, vous pouvez avoir de l'argent auprès des institutions. Si c'est la communication, c'est à la vitesse du microprocesseur. Si c'est du matériel, on peut en trouver partout, même ici. Mais l'atout concurrentiel le plus important dans une entreprise ou entre les entreprises, c'est la qualité des ressources humaines. Et la qualité des ressources humaines,
repose sur une meilleure gestion des compétences et sur la formation du personnel dans un leadership avéré au sein de l'entreprise. Jean-Antoine a parlé un peu d'exemplarité. Ce leadership doit reposer sur une exemplarité. Pourquoi nous faisons de la formation à la Sénégalaise des eaux? C'est une exigence d'abord contractuelle. Le contrat d'affermage qui nous lie à l'État du Sénégal nous oblige chaque année à donner un plan de formation et une évaluation de la formation précédente. Ceci nous a conduit à beaucoup travailler sur la formation, sur l'approche méthodologique, sur la manière de suivre et de mesurer les indicateurs au niveau de la formation. Dans cette démarche, nous partons de deux éléments importants. Le premier, c'est l'entretien annuel des collaborateurs. Cet entretien annuel permet de dégager un certain nombre d'améliorations au plan de la formation. Soit que c'est des améliorations nécessitées par les grands projets de l'entreprise, soit c'est des améliorations liées à la volonté de promouvoir le personnel quand de nouveaux postes se font jour. Le deuxième point, c'est que nous disposons d'une grille de compétences, de 30 critères de savoir, de savoir-faire et de savoir-être qui permet de déterminer une rosace théorique de ce que doit être le poste. Et sur cela, les postes étant occupés par du personnel déjà, ce que nous faisons, c'est qu'on fait l'évaluation pour dire quel est le potentiel réel de la personne qui occupe le poste. On superpose les deux rosaces et on analyse les écarts entre la rosace théorique et la rosace réelle de l'occupant du poste. Et en fonction des gaps, si c'est 5%, nous disons qu'il y a une formation utile. Quand c'est supérieur à 10%, on dit qu'il y a une formation nécessaire. Et sur la base de ces deux éléments, on définit donc les besoins, les prévisions de ressources et on met en œuvre les outils et les techniques qu'il faut. Et cela nous conduit à trois éléments: à établir un plan de recrutement, à établir un plan de formation et à établir un plan de mobilité. Donc ce système d'évaluation permet aussi la définition des objectifs stratégiques et les attentes prioritaires. C'est sur cette base que nous définissons les changements, les opportunités, les possibilités de développement et les menaces au niveau de l'entreprise. Les objectifs stratégiques qui l'accompagnent et en plus de cela, l'engagement à satisfaire les besoins de renforcement des capacités. On fait aussi, à partir de la vision, des missions et des valeurs que nous avons, on dit quelle est la définition des grandes orientations pour les années à venir et quels sont les choix stratégiques pour les atteindre et quels sont les objectifs de formation qui seront associés à ces choix stratégiques. Donc, tout part d'une donnée de base du personnel, dont l'analyse conduit à établir un certain nombre de choses qui permettent de dire dans quelle direction nous devons aller. Parce qu'il y a Deming qui disait, tout le monde connaît la roue de Deming, ceux qui ont fait ISO 9001, version 2000, ensuite version 2008, parce que je rappelle que SDE est certifié ISO 9001 depuis 2002 et puis certifié OSAS 18001, certifié ISO 14001 et évalué sur la 26000 à 702 points. Deming disait donc que les meilleurs efforts sont nécessaires, mais ils peuvent causer des ravages s'ils sont orientés ici et là, sans principe directeur. Si chacun fait de son mieux sans savoir ce qu'il doit faire, c'est le chaos. Et c'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Donc il faut la compréhension donc des rôles et des responsabilités de chacun. Il faut les caractéristiques à prendre en compte en vue d'identifier les leviers sur lesquels on doit appuyer la stratégie de la formation.
et aussi mobiliser les ressources dans une cohérence globale de l'entreprise. Donc tout ça, si nous avons réfléchi, c'est à cause des exigences contractuelles. On n'a pas le choix, on est obligé le 30 novembre de chaque année de déposer un plan de formation au niveau de la société de patrimoine. Mais nous avons poussé plus loin en mettant en place aussi ce qu'on appelle une gestion des cadres à haut potentiel. C'est-à-dire qu'on imagine le potentiel comme étant quelles sont les possibilités latentes ou manifestes d'une personne à accéder à un niveau de responsabilité supérieur ou équivalente dans un métier différent, qui induira forcément de la formation, ou un ensemble de dispositions personnelles encore incomplètement exploitées qui peuvent permettre à une personne d'évoluer ou de s'orienter vers de nouvelles responsabilités à court et à moyen terme, qui va induire aussi de la formation. Donc cette gestion des hauts potentiels doit permettre de pouvoir rapidement, avec des risques limités, de pourvoir les postes qui viennent à se libérer, d'envisager un avenir au sein de l'entreprise avec ses aspirations et ses motivations. Ça rentre aussi dans le cadre de la politique de fidélisation du personnel de l'entreprise. Ce qui fait que la priorité de la formation accordée aux hauts potentiels qui sont suivis chaque année, évalués de manière spécifique et aussi avec un système de motivation et de considération. Donc, comme j'ai dit au préalable, ce système d'adéquation conduisant à la formation permet, après la formation, soit de renforcer le perfectionnement, soit de procéder à la reconversion du personnel, soit de réorienter le personnel. Donc, ce plan de formation est planifié, préparé, les objectifs de renforcement sont sélectionnés, on identifie dans le plan de formation les collaborateurs bénéficiaires, on rédige le cahier des charges aux besoins, on choisit les formateurs. Les formateurs, il y a des formateurs externes et des formateurs internes. Les formateurs internes ont une motivation pécuniaire pour leur donner du courage à laisser leur boulot et aller au centre de formation, participer à la formation. Bon, ensuite, sur le plan formation, il est quand même absolument important d'avoir un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir les suivre, mesurer ce que l'on fait. C'est le taux de réalisation, le réalisé sur le prévu, c'est le taux d'absentéisme en formation, c'est le pourcentage d'actions réalisées non prévues, c'est aussi le taux de couverture des actions de renforcement sur l'effectif des grands projets. C'est-à-dire que pour tout grand projet, il faut définir les cibles et pouvoir rapidement procéder à la formation de tous ceux qui participent à la réalisation d'un grand projet. Il y a aussi comment mesurer la formation. Nous la mesurons par une évaluation à chaud dès la fin de la formation, pour une évaluation à froid 3 mois après la formation et par une évaluation formative qui permet de regarder un peu les acquis du stagiaire en cours de formation par l'administration de QCM. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au plan de la formation, la méthodologie que nous suivons, elle permet de préciser les besoins, de compléter les objectifs de renforcement, de modifier et d'adapter les programmes de renforcement, de réviser les critères d'identification des bénéficiaires et de mettre en place un plan d'action corrective ou préventive en fonction des enseignements que nous avons tirés de la formation. La formation est financée par un office qui est géré par le patronat sénégalais à hauteur de 80%. Nous, à 20%, nous envoyons des gens à Master O pour tous, au CEFEB et d'autres organismes. Je pense que la formation constitue une clé centrale ou la clé de voûte des performances dans une entreprise. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Dia, pour cette présentation qui était bien succincte et qui nous montrait une vision globale, effectivement, du management des compétences et du renforcement des compétences au sein de la Sénégalaise des eaux.
On va pouvoir procéder à quelques questions avec l'audience.